Un pays retient son souffle. Une nation écoute un discours. Et derrière chaque mot, une question brûle. Le 31 décembre 2025, le Cameroun a entendu une allocution solennelle ample structurée traversant l'économie, le social, la sécurité, la santé. Un discours maîtrisé dans la forme portée par Paul Biya et ponctué d'une promesse lourde de sens, la mise en place d'un gouvernement dans les prochains jours. Depuis, l'attente s'est installée. Les conjectures se multiplient. Les regards se tournent vers le sommet de l'État. Mais pendant que les spéculations occupent l'espace, la réalité quotidienne, elle ne se tait pas. Chômage persistant, logement inaccessible, délestage électrique, routes dégradées, hôpitaux fragilisés, retraite incertaine. Une vie faite d'endurance, loin des tribunes officielles. Et une interrogation qui s'impose, peut-on parler de progrès sans chiffres? Peut-on promettre l'avenir sans reconnaître les échecs? Ce moment n'est pas anodin. Il n'est pas administratif. Il est politique, historique, presque décisif. Restez avec nous, ce qui se joue ici dépasse de loin une simple annonce. Abonnez-vous pour suivre cette analyse jusqu'au bout, car si le pays attend des noms, il pourrait bien exiger bien plus qu'un remaniement. Le discours de fin d'année du chef de l'État camerounais s'est voulu total. Total dans sa structure. Total dans ses ambitions. Total dans les domaines abordés. Économie sociale, sécurité, santé, aucun pilier de l'action publique n'a été ignoré. Sur le papier, l'architecture est irréprochable. Chaque thème trouve sa place. Chaque priorité semble identifiée, chaque promesse s'inscrit dans une continuité institutionnelle soigneusement mise en scène. Mais un discours politique ne se juge pas seulement à l'élégance de sa construction. Il se mesure à l'épreuve du réel. Et c'est précisément là que la fracture apparaît. Car au cœur de cette allocution, une absence saute aux yeux, l'absence de chiffres concrets. Aucun indicateur précis pour mesurer le progrès économique. Aucun taux détaillé pour évaluer l'emploi. Aucun bilan chiffré pour apprécier l'impact réel des politiques sociales. L'économie est évoquée sans courbe. Le progrès est proclamé sans métrique. La réussite est affirmée sans preuve mesurable. Ce silence statistique n'est pas anodin. Il transforme la parole politique en narration abstraite, détachée de toute vérification possible. Pendant ce temps, la réalité sociale du Cameroun impose une lecture bien différente. Le chômage, notamment chez les jeunes, demeure massif et structurel. Le logement reste inaccessible pour une large partie de la population urbaine, contraignant des familles entières à l'informel ou à la promiscuité. L'électricité, pourtant présentée comme un acquis stratégique, continue de faire défaut de manière récurrente. Les délestages ne sont pas des anomalies ponctuelles. Ils sont devenus un élément ordinaire du quotidien. L'accès à l'eau potable dans de nombreuses zones demeure incertain. Les routes artères vitales du développement témoignent d'un enclavement persistant. Le système de santé lui fonctionne sous tension permanente. Infrastructures insuffisantes, équipements limités, prise en charge inégale, la maladie reste pour beaucoup une double menace, sanitaire et financière. Quant aux retraités et aux travailleurs ayant cotisé toute une vie, l'insécurité sociale continue de planer, alimentée par les lenteurs administratives et l'insuffisance des mécanismes de protection. Face à ce tableau, une question devient inévitable. Comment concilier la description officielle d'un pays en progrès avec l'expérience quotidienne d'une population en difficulté? Le problème n'est pas que les ambitions soient formulées. Le problème est qu'elles ne s'accompagnent ni d'un diagnostic honnête des échecs, ni d'un engagement chiffré permettant d'en suivre l'exécution. Dans toute démocratie fonctionnelle, la reconnaissance des limites est une force politique. Elle ouvre la voie à la correction, à l'ajustement, à la réforme. Ici, cette reconnaissance fait défaut.
Les difficultés sont évoquées de manière générale, presque abstraites, sans jamais être assumées comme des échecs politiques précis. Le vocabulaire reste valorisant les termes choisis, rassurant la tonalité maîtrisée. Mais cette maîtrise devient à force un écran. Un écran entre le sommet de l'État et la base sociale. Un écran entre le récit institutionnel et la vie vécue. Un écran entre la promesse et la preuve. C'est là que se dessine une autre lecture du discours, celle d'une parole qui cherche moins à rendre compte qu'à maintenir une cohérence symbolique. Une parole qui parle d'un Cameroun projeté, idéalisé parfois, espéré, mais rarement mesuré. Or, à mesure que l'écart se creuse entre cette projection et le quotidien des citoyens, la parole politique perd sa capacité mobilisatrice. Elle cesse d'éclairer. Elle devient un rituel. Ce décalage nourrit une fatigue profonde, une fatigue démocratique, une lassitude face aux annonces répétées, aux priorités affirmées, aux mêmes constats formulés sous des angles différents. La population n'attend plus des formulations générales. Elle attend des actes traçables. Elle attend des résultats comparables. Elle attend une vérité assumée même lorsqu'elle dérange. Dans ce contexte, la promesse d'un gouvernement à venir prend une autre signification. Elle n'est plus perçue comme une simple étape administrative. Elle devient un test, un révélateur, une ligne de fracture entre la continuité du verbe et l'éventualité d'un changement réel. Car si le discours se veut complet mais reste détaché des faits mesurables, alors la question n'est plus celle de son élégance. La question est celle de sa crédibilité. Et lorsque la crédibilité vacille, c'est toute l'architecture politique qui commence à se fissurer. Car lorsque les mots cessent de s'appuyer sur les faits, le pouvoir entre dans une zone de fragilité dont il est difficile de sortir intact. Depuis l'annonce présidentielle, une question monopolise l'espace politique et médiatique. Faut-il s'attendre à un remaniement ministériel imminent ? Les conjectures se multiplient, les scénarios s'entrechoquent. Les calculs s'intensifient, pourtant derrière cette agitation apparente, une réalité plus dérangeante s'impose. Le débat lui-même est mal posé, car l'histoire politique du Cameroun enseigne une constante. Les remaniements se succèdent parfois spectaculaires dans leur mise en scène, rarement décisifs dans leurs effets. Les portefeuilles changent de main, les intitulés évoluent. Les équilibres internes se réajustent. Mais les conditions de vie, elles demeurent obstinément similaires. Cette répétition n'est pas un hasard. Elle révèle une fonction précise du remaniement, non pas transformée, mais stabilisée. Dans les systèmes politiques centralisés, le remaniement est souvent présenté comme un outil de relance. En réalité, il sert d'abord à gérer les tensions internes, à redistribuer les loyautés, à maintenir la cohésion de l'appareil d'État. Il répond à des impératifs de contrôle, rarement à une exigence de réforme. Le Cameroun n'échappe pas à cette logique. Changer des ministres devient un moyen de donner l'illusion du mouvement sans jamais toucher aux fondations du pouvoir. Ce mécanisme explique une chose essentielle, l'absence d'évaluation publique. Aucun remaniement n'est suivi d'un bilan rigoureux, aucun objectif chiffré n'est assigné au nouveau titulaire. Aucun calendrier d'impact n'est présenté à la nation. Le temps politique avance mais sans mémoire institutionnelle. Chaque nouvelle équipe commence comme si rien n'avait précédé. Chaque annonce efface la précédente. La responsabilité se dilue dans la continuité. C'est ici que le débat bascule. La question n'est plus de savoir quels ministres partiront ou resteront. La question est de conscience et de comprendre pourquoi, depuis des décennies, le changement de personne n'a jamais produit de rupture de trajectoire. La réponse est simple et elle dérange parce que le problème n'est pas humain, il est systémique. Un système qui fonctionne selon les mêmes règles produira toujours les mêmes résultats, quels que soient les visages qu'il incarne.
Lorsque les priorités sont dictées par la survie politique, plutôt que par l'efficacité publique, lorsque la reddition de comptes est absente, lorsque la performance n'est ni mesurée ni sanctionnée, le remaniement devient un rituel. Un acte symbolique vidé de sa substance transformatrice. Cette ritualisation nourrit une illusion dangereuse. Elle entretient l'idée qu'un changement est en cours, alors même que les mécanismes profonds demeurent inchangés. Elle repousse sans cesse le moment de la remise en question. Elle transforme l'attente populaire en patience forcée. Or, à long terme, cette patience s'épuise. Le débat autour du remaniement détourne également l'attention d'une exigence plus fondamentale, celle de la vision. Gouverner ne consiste pas seulement à administrer l'existant, mais à définir une trajectoire. Or, sans orientation stratégique claire, sans modèle de développement repensé, toute recomposition gouvernementale devient secondaire. Elle agit à la surface, là où la crise se loge en profondeur. Cette absence de rupture intellectuelle est le véritable angle mort du débat. On discute des hommes, jamais des idées. On anticipe des nominations, jamais des réformes structurelles. On scrute les équilibres politiques, jamais les leviers économiques réels. Ainsi, le remaniement occupe l'espace public, pendant que les questions essentielles restent sans réponse. Dans ce contexte, la promesse d'un gouvernement dans les prochains jours prend une dimension paradoxale. Elle suscite l'attente tout en révélant l'incapacité du système à se réinventer autrement que par la permutation. Elle alimente l'espoir d'un changement tout en préparant la déception. Et plus cette mécanique se répète, plus elle fragilise la crédibilité de l'action publique. Car un pays ne se transforme pas par décret. Il se transforme par des choix clairs, assumés, mesurables. Il se transforme lorsque le pouvoir accepte de rompre avec ses propres habitudes. Tant que cette rupture n'est pas engagée, le remaniement restera ce qu'il a toujours été un moment politique fort, mais une solution faible. À ce stade, l'enjeu n'est donc pas de savoir si un remaniement aura lieu. L'enjeu est de déterminer s'il peut encore produire autre chose qu'un soulagement temporaire. Et cette interrogation ouvre une perspective plus inquiétante encore. Car lorsque le changement se limite à la façade, la crise, elle continue de travailler en profondeur. À force de durer, la crise change de nature. Elle cesse d'être seulement économique ou sociale. Elle devient politique, puis morale. Au Cameroun, ce glissement est désormais perceptible. Il ne se mesure pas seulement par des indicateurs absents, mais par un sentiment diffus profond, partagé, celui d'une fatigue nationale. Cette fatigue ne naît pas d'un événement isolé. Elle est le produit d'une accumulation. Année après année, les promesses se répètent, les diagnostics officiels se ressemblent. Les priorités annoncées reviennent sous des formes légèrement modifiées. Mais dans les foyers, dans les quartiers, dans les campagnes, la vie quotidienne reste marquée par la précarité, l'incertitude et l'effort constant pour simplement tenir. L'écart entre le récit institutionnel et l'expérience vécue n'est plus marginal. Il est structurel. Lorsque cet écart s'installe, la parole publique perd progressivement sa force. Non pas parce qu'elle est absente, mais parce qu'elle est devenue prévisible. Elle n'éclaire plus. Elle rassure à court terme, puis s'efface. Cette répétition engendre une forme de désengagement silencieux. Les citoyens écoutent encore, mais n'attendent plus vraiment. Ils observent sans se projeter. Ils analysent sans espérer. C'est ainsi que naît la fatigue démocratique. Dans ce contexte, le débat autour du remaniement ministériel Cameroun agit comme un révélateur. Il concentre les attentes tout en exposant les limites du système. Pour une partie de la population, il représente un espoir ténu, celui de voir émerger de nouvelles méthodes, une nouvelle énergie. Pour une autre, il n'est plus qu'un épisode de plus dans une séquence déjà connue. Cette divergence de perception est en soi un symptôme politique majeur.
car lorsqu'un État ne parvient plus à fédérer une attente commune autour de ses annonces, il entre dans une zone d'instabilité latente. Les institutions continuent de fonctionner, mais la confiance s'effrite. Les décisions sont prises, mais leur légitimité est questionnée. La stabilité devient alors une apparence maintenue par l'inertie plus que par l'adhésion. Cette crise de confiance est aggravée par un autre facteur, l'absence de responsabilité clairement identifiable. Lorsque les politiques publiques échouent, aucun mécanisme visible ne permet d'en tirer les conséquences. Les erreurs ne sont pas nommées. Les échecs ne sont pas assumés. Les responsabilités se diluent dans la continuité. Or, sans responsabilité, il n'y a ni apprentissage institutionnel, ni correction durable. Ce vide nourrit un sentiment d'injustice. Beaucoup ont le sentiment de supporter seuls le poids des dysfonctionnements. Ils s'adaptent aux coupures, aux retards, aux pénuries, pendant que le discours officiel continue de parler de progrès. Cette dissonance est profondément corrosive. Elle ne provoque pas toujours la colère immédiate, mais elle installe une résignation dangereuse. Une résignation qui affaiblit le lien civique. À ce stade, la crise ne se limite plus à ce que l'État fait ou ne fait pas. Elle touche à ce que l'État représente. Est-il encore perçu comme un outil collectif au service du bien commun ou comme une structure distante, autonome, autoréférentielle? Cette question, longtemps implicite, devient centrale. Elle traverse les générations, les régions, les catégories sociales. La fatigue nationale s'exprime aussi par une demande de vérité. Une vérité simple, parfois dure, mais assumée. Dire ce qui ne fonctionne pas. Dire pourquoi. Dire ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas immédiatement. Cette attente n'est pas irréaliste. Elle est politique au sens le plus noble. Elle traduit un désir de maturité institutionnelle. Lorsque cette vérité n'est pas formulée, lorsque la communication privilégie la continuité rassurante à la lucidité exigeante, le malaise s'approfondit. Les citoyens ne demandent pas des miracles. Ils demandent de la cohérence. Ils demandent que la parole publique retrouve un ancrage dans le réel. Ils demandent que les décisions soient lisibles, traçables, évaluables. C'est ici que la crise politique rejoint la crise morale. Un système qui ne se remet jamais en question finit par donner l'impression qu'il se protège lui-même avant de protéger la société. Cette perception, qu'elle soit totalement juste ou partiellement exagérée, suffit à fragiliser l'autorité de l'État. Et lorsqu'une autorité doit constamment rappeler qu'elle est légitime, c'est souvent qu'elle sent cette légitimité se fissurer. La question n'est donc plus seulement celle du prochain gouvernement. Elle est celle de la capacité du système à se réconcilier avec la société, à reconnaître ses limites, à accepter la remise en cause, à ouvrir un espace de transformation réel. Car lorsque la confiance se rompt, il ne suffit plus de gouverner. Il faut convaincre à nouveau. Et ce travail-là est toujours plus long, plus difficile, plus risqué. Et lorsque la fatigue devient collective, le moindre faux pas peut transformer une stabilité apparente en basculement silencieux. Aucune analyse sérieuse de la situation camerounaise ne peut faire l'économie d'un regard extérieur. Car le pouvoir ne s'exerce jamais dans le vide. Il évolue sous contrainte, sous regard, sous conditionnalité. Et c'est précisément là que se joue une part essentielle du blocage actuel dans la dépendance structurelle. Depuis des décennies, l'économie camerounaise avance sous la tutelle de cadres financiers internationaux, de mécanismes de dette, de règles monétaires héritées d'un autre temps. Ces dispositifs sont souvent présentés comme techniques neutres inévitables. En réalité, ils façonnent les marges de manœuvre politique. Ils déterminent ce qui est possible, ce qui est se reporter, ce qui est se renoncer. Gouverner devient alors un exercice d'équilibriste où la souveraineté proclamée se heurte à des lignes rouges invisibles. Cette contrainte se lie dans les priorités budgétaires, dans les politiques fiscales,
dans la capacité réelle d'investir massivement dans les services publics. Elle se lit aussi dans le langage politique. Lorsque la parole officielle insiste sur la stabilité, la prudence, la continuité, elle traduit souvent la nécessité de rassurer des partenaires extérieurs autant que l'opinion interne. Le pouvoir parle à plusieurs audiences à la fois, et cette polyphonie affaiblit la clarté du message national. Dans ce contexte, le discours de Paul Biya prend une autre dimension. Il ne s'adresse pas seulement aux citoyens, il envoie aussi des signaux de fiabilité, de conformité, de prévisibilité. La structure même du discours, son ton mesuré, l'absence de rupture explicite, peuvent se lire comme la volonté de maintenir une image de stabilité dans un environnement international attentif.